Socrate avait rencontré Platon, que Platon était le plus grand, qu'avant Socrate il y avait des pré-socratiques, etc., etc. Prenez toutes ces choses-là pour des évidences, puisqu'on me les enseignait, il y avait une espèce d'autorité de la chose, puisqu'on était dans une institution, université, avec des professeurs, désignés comme tels, payés comme tels, soutenus comme tels par le système, et ces enseignants nous disaient des choses. Il n'était pas question, quand on a 17 ans, il n'est pas question de revenir sur ce qui nous est enseigné. Si on nous enseigne qu'il y a des présocratiques, c'est qu'il y a des présocratiques. Si on nous enseigne que la vérité c'est Platon, et que les autres sont mineurs, sont secondaires, qu'il y a des philosophes de moindre importance, de moindre volée, eh bien on le croit, parce qu'on nous le dit. Et c'est quelque temps plus tard, mais assez rapidement, que je me suis aperçu que quelque chose n'allait pas dans cette aventure et qu'il fallait interroger l'histoire de la philosophie. C'est-à-dire que les philosophes sont des donneurs de leçons, ils peuvent donner des leçons aux géographes, aux historiens, aux politiciens, aux gens qui font de la littérature, mais ils ne se donnent jamais à eux-mêmes leurs propres leçons. Et l'épistémologie de la discipline philosophique n'est jamais pratiquée par les philosophes. C'est-à-dire qu'on enseigne aux géographes ou aux historiens comment il faudrait faire l'épistémologie de la géographie ou de l'histoire, mais jamais je n'ai eu un cours, et celles et ceux qui parmi vous sont là et qui ont assisté à des cours à l'université, vous n'avez probablement jamais eu un cours d'historiographie. On ne vous dit pas comment on écrit l'histoire de la philosophie. Or, on écrit l'histoire de la philosophie de manière idéologique, intéressée et pas neutre. Quand on dit qu'il existe une histoire de la philosophie soviétique écrite à l'époque soviétique, vous vous doutez bien que cette philosophie ou cette histoire de la philosophie, elle est partielle, elle est engagée et elle ne dit pas la vérité. Vous imaginez qu'une histoire de la philosophie espagnole sous Franco ne dit pas la vérité de la philosophie, mais une partie de la philosophie, et de manière extrêmement intéressée. C'est très étonnant qu'on ne fasse pas la même chose dans un monde libéral, dans un monde dominé par le capitalisme, dans un monde chrétien, dans un monde judéo-chrétien. On n'a pas l'impression que quand l'histoire de la philosophie est écrite, elle est écrite dans un cadre qui est judéo-chrétien. Et pourtant, c'est flagrant. Ça fait 7 ans que j'enseigne l'histoire dont je vous ai parlé tout à l'heure à l'Université populaire de Caen. J'ai démarré avec vraiment les philosophes les plus anciens, Démocrite en l'occurrence. Je suis actuellement dans Nietzsche. Il y a 1000 personnes à chacune de mes séances. On n'est pas payé, on est dans une logique non institutionnelle, voire contre-institutionnelle, et je découvre encore tous les jours des choses considérables. Pour ne prendre que quelques petits exemples, pour vous faire voir comment fonctionne cette idéologie dominante dans l'historiographie, quand j'ai travaillé sur Démocrite, je me suis aperçu que Démocrite était classé parmi les présocratiques. C'est toujours ce qu'on apprend. Démocrite, philosophe présocratique. Vous avez des volumes, en France vous avez une belle édition qui s'appelle La Pléiade, qui est considérable, qui fait autorité, c'est Gallimard, papier Bible, doré à leur fin, reliure cuir, c'est vraiment le sommet de l'édition française. Et dans l'édition des présocratiques, on nous présente un certain nombre de philosophes qui, si l'on en croit le mot, précèdent Socrate. Un philosophe présocratique est un philosophe qui est censé précéder chronologiquement Socrate. Et puis si on fait tout simplement soi-même le travail, et quand on regarde les dates de Démocrite, on s'aperçoit que Démocrite survit une 40aine d'années à Socrate. Comment peut-on survivre à quelqu'un qu'on est censé précéder ? Qu'est-ce que ça peut bien signifier être un pré-socratique alors que finalement on survit au moins une 40aine d'années, ça dépend des dates de mort de Démocrite, on est sûr pour celle de Socrate, mais on doute pour celle de Démocrite, mais dans une hypothèse communément admise, Démocrite survit une 40aine d'années à Socrate. Il y a à l'intérieur des présocratiques quelqu'un comme Antiphon d'Athènes, dont on ne parle jamais, qui est un sophiste. Le sophiste, il est pensé à partir des catégories platoniciennes.
Un sophiste, c'est quelqu'un, d'ailleurs l'expression est passée dans le langage courant, un sophiste, c'est quelqu'un qui défend des positions auxquelles il ne croit pas. C'est un cynique, pas au sens philosophique du terme, mais une espèce de menteur, quelqu'un qui joue avec la vérité. Ça, c'est une lecture platonicienne des sophistes. Les sophistes ne sont pas ce que Platon dit des sophistes. C'est-à-dire qu'il faut reprendre toutes ces choses-là et considérer que si on a mis Démocrite, penseur majeur, dans un paquet qui rassemble les présocratiques, c'est qu'on avait intérêt à le noyer, à le cacher, à faire de telle sorte qu'il puisse disparaître. Et si on lit véritablement Diogène Laërce, par exemple, Vie, opinion et sentence des philosophes illustres, eh bien vous découvrirez, quand il est question de Platon, que Platon, à un moment donné de son existence, a envie de détruire physiquement les œuvres de Démocrite. Il a envie d'organiser un autodafé avec les livres de Démocrite. A-t-on jamais entendu ça? Quand on a fait des études à l'université, a-t-on jamais entendu que Platon ait eu le désir un jour de faire un immense bûcher dans lequel on aurait précipité la totalité des œuvres de Démocrite? C'est pourtant une information, et une information considérable. Et il me semble que si cette information considérable n'est jamais donnée, c'est qu'on a des intérêts, on a intérêt à cacher cette information-là. Qu'est-ce qu'on cache? Parce que je vais être obligé de passer rapidement sur toutes ces questions-là, mais qu'est-ce qu'on cache? On cache une pensée alternative au platonisme. On cache une pensée alternative à la pensée dominante. La pensée dominante, c'est donc Platon, le christianisme, Descartes, Kant, Hegel, les grands philosophes de la tradition. Et on vous dit ça, c'est de la philosophie. Tous ces philosophes sont dans la logique de la médiation idéale. C'est-à-dire que le réel n'existe que médiatisé par l'idée, médiatisé par le concept, et le concept est plus important que le réel, plus important que la réalité. Chez Platon, vous savez que l'intelligible est plus important, plus intéressant que le sensible. C'est-à-dire que ce que nous vivons actuellement dans cette salle, c'est une illusion. On est dans une logique illusoire, puisque le réel est illusoire. La vérité du réel illusoire, c'est l'idée de ce réel. Et cette idée-là, elle est extraordinaire puisqu'elle fonde une tradition philosophique qui est la tradition idéaliste. Une tradition qui n'aime pas les femmes, qui n'aime pas les corps, qui n'aime pas le plaisir, qui n'aime pas la douceur, qui n'aime pas l'érotisme, qui n'aime pas la jubilation, une pensée qui considère qu'il faut souffrir sur terre, que nous sommes là pour ça, une vallée de larmes extraordinaire, etc. Donc cette philosophie, elle existe, elle est la philosophie dominante. Elle est éditée, elle est traduite, elle existe en collection de poche, en collection scolaire, en collection de luxe, en collection scientifique. Platon, ça se trouve partout, tout le temps, annoté considérablement. En revanche, si vous prenez un personnage comme Aristippe de Cyrène, eh bien Aristippe de Cyrène, jusqu'à ce que, en France je m'en occupe, eh bien n'était pas lisible par un lecteur moyen. Si vous vouliez savoir qui était Aristippe de Cyrène, on vous disait c'est un philosophe hédoniste qui a probablement écrit des choses mais dont on ne sait pas grand-chose et qui n'est pas très intéressant de toute façon. Il y avait une doxographie sceptique, il y avait une doxographie stoïcienne, il y avait une doxographie épicurienne, il y avait une doxographie cynique même, faite par Léon Spaquet. Il n'y avait pas de doxographie d'Aristippe de Cyrène, des philosophes cyrénaïques, c'est-à-dire des philosophes qui, eux, défendent le corps, le désir, les passions, les pulsions, les femmes, le féminin, la jouissance, la jubilation, la sensualité, la nourriture, le vin, le pur plaisir d'exister, la présence au monde. Donc je me suis proposé de montrer qu'il y avait un deuxième lignage et je fais l'histoire de ce deuxième lignage dans la contre-histoire de la philosophie. J'explique que en face du grand lignage, ou à côté, ou en perspective du grand lignage, Pythagore, Platon, le christianisme, Saint Augustin bien sûr, les pères de l'Église, Descartes, etc. Eh bien vous avez une contre-histoire de la philosophie, comme il existe des contre-allées en matière de jardin ou dans les grands jardins. Et dans cette contre-allée, dans cette contre-histoire de la philosophie, eh bien vous avez des noms considérables. Les cyniques, les cyrénaïques, les sensualistes, les hédonistes, les voluptueux, les matérialistes, Épicure, bien sûr, que tout le monde connaît, mais qu'on ne connaît pas autrement que sous le regard des
idéaliste ou du spiritualisme. C'est-à-dire que l'épicure que nous enseignons habituellement, c'est l'épicure que l'idéalisme nous propose. C'est-à-dire un épicure qui n'est pas épicure, évidemment. C'est-à-dire une espèce de trahison de l'hédonisme épicurien, puisque l'hédonisme épicurien n'est pas cette espèce de jouissance sans conscience qu'on a dite, et qu'on a dite très précisément parce qu'il faut faire l'histoire de cette falsification au moment où Cicéron a envie, pour des raisons politiques, de considérer qu'il faut évincer les épicuriens qui ne peuvent pas être des sénateurs. Il s'agit simplement d'être élus au Sénat à Rome, qui ne peuvent pas être des sénateurs parce que ce sont des jouisseurs, alors que de l'autre côté, vous auriez